Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: arrêté Ousmane Gom, 3 mois, c'est le délai donné à l'État du Sénégal par la Cour de justice de la CEDEAO qui estime que l'arrêté viole les droits des Sénégalais selon les défenseurs des droits humains qui invitent l'État à respecter la décision, faute de quoi il sera lourdement sanctionné. Les détails dans ce journal. Et puis, colère noire des travailleurs de l'aviation civile et du secteur du transport aérien. Ils menacent de déposer un préavis de grève et n'excluent pas de fermer l'aéroport si rien n'est fait par rapport à leurs revendications. La Fédération des syndicats de la santé va suspendre son mot d'ordre de grève, mais compte continuer la lutte avec la rétention des informations. Également, elle invite l'État à ouvrir des négociations, notamment avec leur ministère de tutelle. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, je vous l'annonce dans les titres. Donc, l'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens, très en colère contre leur ministère de tutelle. Ils menacent de fermer l'aéroport si rien n'est fait par rapport à leurs revendications, notamment le respect des accords, son implication dans le capital, entre autres. Elle interpelle ainsi le chef de l'État, Macky Sall. Imam Cham, Léa Niafouna. Après avoir rencontré le ministre de tutelle à plusieurs reprises, l'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens menace de fermer l'aéroport. L'intersyndicale convoquera une assemblée générale dans les prochains jours qui sera suivie d'une conférence de presse et se réserve toutes les voies de recours autorisées et n'écarte pas le dépôt d'un préavis de grève. N'écarte pas le dépôt d'un préavis de grève qui pourra déboucher sur la fermeture de l'aéroport pour la satisfaction de ces revendications légitimes au bénéfice des travailleurs du secteur de l'aviation civile et des transports aériens du Sénégal. Le respect des accords est à l'origine de cette colère. Des leaders de l'intersyndicale dénoncent le non-respect par la tutelle des engagements pris vis-à-vis des représentants des travailleurs que nous sommes. Concernant le cadre du dialogue social inclusif, l'intersyndicale dénonce le non-respect de la tenue régulière des réunions périodiques bipartites, la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire de partage sur la stratégie du hub aérien des 11, 12 et 13 juin 2021 à Lamantey Beach à Saly. L'intersyndicale dénonce toujours le non-respect de la transparence dans le partage d'informations mises à mal par des manœuvres douteuses de rétention de compte rendu de réunion. Concernant l'habitat social, l'intersyndicale réaffirme avec force ses attentes légitimes et pressantes pour la matérialisation diligente et sans délai de la directive présidentielle pour l'attribution définitive des parcelles au niveau du pôle de développement urbain de Daga-Kholpa. La mise en œuvre de la décision d'octroi de ces parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la zone de l'aéroport de Diass, juxtant nos lieux de travail, connaît des lenteurs et des louvoiements observés depuis 2017, date de l'ouverture, année de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. L'intersyndicale d'exiger des meilleures conditions de travail avant de demander son implication dans le capital. Alors, concernant l'amélioration des conditions de travail et des conditions d'emploi, l'intersyndicale regrette vivement le manque de diligence s'agissant de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour la formation, le transport, la restauration, l'organisation des vacations et des temps de repos. Alors, je vous signale que l'aéroport est à plus de 50 km de la ville, donc de nos lieux d'habitation. Alors, concernant maintenant l'ouverture de la participation au capital de la société de gestion, LAS SA, l'IMAC, AIBD, SOUMA, l'intersyndicale fustige l'immobilisme entretenu s'agissant de la mise en œuvre des accords relatifs à l'octroi de 5% de parts aux travailleurs des services opérationnels de l'aéroport
sur les 34% de part de l'État dans la société de gestion LAS SA, que les travailleurs attendent depuis la mise en service de l'aéroport AIBD en décembre 2017. Opérationnel. L'intersyndicale dénonce la négligence dans la prise en charge des dysfonctionnements récurrents signalés au niveau de l'exploitation opérationnelle sous la responsabilité de l'AS SA, notamment les infiltrations d'eau et les inondations constatées à l'aérogare, à la tour de contrôle et au salon d'honneur, les pannes récurrentes au niveau des tapis bagages, l'approvisionnement correct en kérosène des aéronefs. Le syndicat, parmi ses revendications, le changement de statut de l'ANACIM, d'Agence nationale de l'aviation civile, en une agence de régulation. Et puis la Fédération également des syndicats de la santé qui suspend son mot d'ordre de grève, mais compte bien continuer la lutte avec la rétention des informations comme moyen de pression contre l'État du Sénégal pour obtenir la satisfaction de leur plateforme revendicative qui comporte entre autres donc des questions liées à la régulation des contractuels, l'augmentation des subventions également. Il s'agit du logement. Par contre, elle salue les avancées notées avec le ministère des Finances. Suivons Cher Sek, il est le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé. Donc on avait entamé des négociations sectorielles. Tout le monde a constaté qu'au niveau des finances, en tout cas, on a pu conclure un accord. Et nous nous en félicitons et remercions le gouvernement pour l'effort qui a été consenti, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel des efforts ont été faits. Et ça, vraiment, nous remercions le ministère de l'économie et des finances. Mais il y a des points à plus de 60% qui concernent notre département ministériel, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Oui, aujourd'hui, même si on avait entamé des discussions, les discussions n'ont pas encore abouti. Bon, les points concernent pratiquement le management et la gouvernance du secteur, les modes de nomination, les modes de recrutement. Et le point nodal, c'est par rapport à l'utilisation abusive des contrats. Qui ont leur diplôme, qui ont leur qualification, dont les structures ont besoin, il faut les intégrer et les trouver un statut assez particulier. Je parle des agents de santé communautaire. Vous allez dans des postes de santé où vous avez pratiquement 6, 7 à 10 agents, tous sont des contractuels. Et je ne parle même pas de contractualisation du ministère de la Santé, mais ce sont les comités de santé qui les payent. C'est-à-dire que c'est la population elle-même qui se cotise pour les payer. On ne peut pas être dans des services publics où l'État est garant de la santé de la population et que l'État ne peut pas accompagner. Aujourd'hui, pour l'ensemble des structures sanitaires, si vous avez même 20 000 agents ou 25 000 agents qui travaillent, il n'y a pas moins de 8 000 à 9 000 fonctionnaires, ce qui n'est pas du tout normal. Et il faudra qu'on régularise la situation de ce personnel. Ça, c'est le premier. La deuxième chose est qu'on est dans des structures sanitaires où l'État, parfois, développe des politiques de gratuité, ce qui est une très bonne chose. Et cela nécessite que non seulement on augmente les subventions, parce que ça fait plus de 15 ans, c'est le même montant que l'État donne en termes de subventions. Or, depuis 15 ans, le budget de la santé a presque doublé. Mais on nous avait promis des terrains. Jusqu'à présent, nous attendons. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore réglé. Il y a aussi le ministère de la fonction publique, parce que nous aussi, nous avons un plan de carrière. Et il y a des textes qui sont obsolètes, qui datent de 1977, d'autres de 1979. Mais il faut que les gens doivent aller à l'extérieur pour étudier. Il faut que aussi notre fonction publique soit moderne par rapport à ce qui existe. Et ça, tel n'est pas le cas. Au lieu de faire souffrir la population, nous allons faire face à l'État. Et maintenant, si l'État veut qu'on lève ces rétentions d'informations, il n'a qu'à obliger à continuer ces négociations, à régulariser la situation des agents de santé communautaire, à augmenter les subventions au niveau des structures hospitalières, à continuer à équiper les structures et que les autres ministères, que ce soit la santé, la fonction publique et l'urbanisme, qu'ils nous appellent pour qu'on continue les discussions. C'est ça la situation. Après avoir saisi les juridictions sénégalaises sans obtenir gain de cause, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International se sont également tournés vers la CEDEAO et la Cour a décidé que le Sénégal doit abroger l'arrêté Ousmane Ngom violent qui estime que l'arrêté viole le droit des citoyens. En conférence de presse, les défenseurs avertissent le gouvernement du Sénégal des lourdes sanctions que le pays encourt si jamais la décision n'est pas respectée. Alioune Badara Diack, Léa Niafuna.
Le Sénégal est tenu d'abroger l'arrêté Ousmane Ngom dans un délai de 3 mois. Telle est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il est tout aussi vrai qu'aucun État n'a le droit de maintenir dans un ordonnancement juridique un acte administratif manifestement illégal qui viole la Constitution, qui viole les lois et de surcroît compromet, rétrécit, anéantit des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Que vous soyez au Plateau, à la Médina, à Sacré-Cœur, même pendant la campagne électorale où tout citoyen a le droit de solliciter les suffrages des populations, vous n'avez pas le droit, si vous êtes au Plateau, de tenir même une réunion pour convaincre vos concitoyens pour présenter vos programmes. Donc pour vous dire que c'était devenu essentiel pour nous de faire en sorte que cet arrêté soit éradiqué de notre ordonnancement juridique. Les candidats ne sont pas autorisés à battre campagne dans la commune de Dakar-Plateau. Ceci est considéré comme étant une grande violation pour les défenseurs des droits de l'homme. Et la CEDEAO, sans surprise d'ailleurs, parce que tous ceux qui sont aujourd'hui imbus de justice, de liberté et d'équité, vous disaient que cet arrêté ne peut pas être défendu devant une cour internationale. La CEDEAO a condamné l'État du Sénégal, a dit de façon claire que cet arrêté viole la liberté de réunion des citoyens sénégalais et a demandé à l'État de prendre des mesures allant vers cette abrogation dans un délai de 3 mois. Et la Cour suprême, la Cour de justice de la CEDEAO a été ferme, a imparti au Sénégal non seulement un délai, mais lui a demandé de présenter un rapport. Donc aujourd'hui, c'est ainsi qu'il ajoute que si le Sénégal ne s'exécute pas, il risque de lourdes sanctions. Il invite ainsi le gouvernement à prendre ses responsabilités. Mais cet État a également ratifié le traité qui dit que les arrêts de la Cour sont exécutoires, sont sans appel et s'imposent aussi bien aux personnes morales, aux institutions, aux États. À partir de ce moment, nous ne voyons pas comment cet État pourra défier de nouveau une cour ou la cour de la CEDEAO, d'autant ne s'exécutait pas. Nous allons retourner au niveau de cette même cour. Nous ne saisirons pas ni la conférence des chefs d'État, ni le président de la commission de la CEDEAO, mais nous saisirons de nouveau la cour par une action en manquement, une action en carence. Et nous demanderons que la cour qui a été défiée puisse elle-même régler son problème. Que cette cour condamne de nouveau le Sénégal, non plus pour abroger cet arrêté, mais pour ne pas avoir exécuté une décision que cette même cour a rendue. Et nous savons qu'à la matière, par rapport à des actions en manquement pour ceux qui connaissent le droit international, c'est des sanctions extrêmement graves. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty International estiment que les autorités peuvent toujours exercer leur pouvoir d'appréciation par rapport aux troubles à l'ordre public, car la suppression de l'arrêté ne doit pas occasionner des manifestations anticonformistes. Et puis nous parlons de cette visite officielle de l'émir de Kano au Sénégal, accompagné d'une forte délégation dont l'ambassadeur du Nigeria au Sénégal, des membres de la Chambre de commerce de Kano. Il a été accueilli au CICES par le directeur général Saliou Keita, qui en a profité pour appeler la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. Il a par ailleurs invité le Nigeria à participer à la foire islamique prévue du 13 au 19 juin. Compte rendu. Le directeur général du CICES a profité de l'occasion pour inviter le Nigeria à organiser des journées économiques à la foire afin de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays. Oui, il faut dire que le CICES est un outil extrêmement important pour nos économies. C'est important qu'il y ait ces échanges commerciaux entre nos opérateurs économiques pour permettre aux Sénégalais de consommer ces produits made in Nigeria, mais également que les Nigériens consomment des produits made in Sénégal. C'est ça. Aujourd'hui, au niveau du Nigeria, il y a des opérateurs économiques très puissants qui ont envie de délocaliser leurs entreprises, aller à la recherche quand même de marchés nouveaux. Et le CICES, en tant que parc d'exposition, peut accueillir ces entreprises nigériennes pour leur permettre quand même d'exposer leurs produits ici à Dakar.
Salihou Keïta a aussi sollicité la participation du Nigeria à la foire commerciale des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui va recevoir une quarantaine de nationalités. Du 13 au 19 juin, nous allons organiser le salon, la foire de l'OCI. La foire de l'OCI qui est un grand rendez-vous africain du commerce qui verra la participation pour le moment officielle de plus de 40 nationalités de la Oumma Émir. En ma qualité de directeur général, nous invitons le Nigeria pour participer à ce grand rendez-vous économique. Après avoir remercié son hôte pour l'accueil, l'émir de Kano de rassurer. Of that market with an estimated population of over 20 million people. La population de Kano fait plus de 20 millions d'habitants et nous avons un marché très large qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest centrale et même jusqu'au nord. Et nous avons de nouvelles initiatives, une nouvelle vision et nous espérons qu'on aura en tout cas gain de cause. Nous avons noté toutes vos requêtes. Je ne manquerai pas à les transmettre à qui de droit, notamment de faire du Nigeria un pays invité d'honneur pour la prochaine foire internationale de Dakar. Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux que la foire soit une réussite. I will do my very best to push the better economic relationships between Nigeria and Senegal. Le directeur général du CICES a également demandé à l'émir d'être son ambassadeur auprès des autorités nigérianes afin que le pays accepte d'être l'invité d'honneur à la prochaine foire internationale de Dakar, une requête acceptée par l'émir El Hadj Aminu Ado Bayero. Cérémonie de dédicace du livre du journaliste Khalifa Babacar Ndiaye, l'épopée victorieuse du Sénégal est le titre de l'ouvrage publié par les éditions Salémata. Le président de la Fédération sénégalaise de football qui préconise la présentation du livre auprès des instances internationales du football et sa traduction en version anglaise pour sa vulgarisation. Il a également annoncé que la fédération va acheter plus de 150 livres. Maître Augustin Senghor, que je propose d'écouter. L'invitation du grand journaliste Khalifa Babacar Ndiaye, qui, on le sait, au sortir de cette CAN victorieuse du Sénégal, a édité un livre qui parle de cette épopée des Lions au Cameroun, mais pas que de ça. Bien entendu du sacre, mais je pense qu'il entre même dans les prémices qui ont précédé un peu ce sacre. Et il parle quand même de beaucoup d'anecdotes, de beaucoup de choses qui vont rester pour la postérité. Et ce qu'il faut magnifier, c'est plusieurs choses. Cet esprit de suite que le journaliste Khalifa Babacar Ndiaye a eu, parce que quelques mois avant cette CAN, il avait sorti un premier livre où il parlait, après avoir été pendant 16 CAN présent partout en Afrique, il disait pourquoi, il se posait la question de savoir pourquoi le Sénégal n'a jamais pu être sacré, malgré ses atouts, ses jours de qualité, son statut d'éternel favori. Et comme une sorte de viatique, il annonçait peut-être ce sacre-là. Et après ce sacre, que 2 mois après, il puisse nous gratifier d'un excellent livre souvenir qui retrace non seulement cette compétition, ses moments forts, ses anecdotes comme j'ai dit, mais aussi qui nous dit, qui nous parle un peu du making-up, c'est-à-dire comment on est arrivé à cela pour arriver à la conclusion que quelque part le Sénégal était arrivé au moment où il fallait qu'on soit consacré. Et tout ça montre la qualité du journaliste, la qualité de l'homme, mais aussi sa volonté de témoigner pour les générations futures de ce qui s'est réalisé. Et je dis, c'est un livre témoignage et il était important, à mon avis, que la fédération puisse apporter sa contribution à sa vulgarisation. Il faut que cette histoire-là soit racontée, soit contée. D'abord, je pense à nos contemporains et il est important que nous autres qui sommes
au cœur donc, de cette histoire qu'il raconte, qu'on puisse se doter de ce livre-là. Et j'estime que le comité exécutif, les autres démembrements du football, les joueurs de l'équipe nationale, l'encadrement, tous doivent être dotés au moins d'un exemplaire dédicacé. Mais au-delà de cela, il s'agit de la promotion du football sénégalais triomphant. Il est important que lors de nos déplacements, lors de nos compétitions, des congrès, qu'on puisse amener ce livre comme un beau cadeau qu'on pourra offrir à nos collègues présidents de fédération, aux dirigeants des instances internationales. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité et je lui ai proposé avec l'éditeur, le professeur Seydi, qu'on puisse avoir une version anglaise, parce que je pense que cette histoire-là n'est pas qu'une histoire sénégalaise, c'est une histoire de tout un continent et du monde entier du football. Et je pense que ça sera bien accueilli au plan international. C'est la fin de ce Rétro Flash. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.